Vous êtes toujours sur Globule Radio et comme tous les jeudis matins, on reçoit un invité en direct sur le 90.5 FM. Ce matin, on reçoit Tarka Lerpinière, explorateur, ingénieur, pour nous parler de son travail, ses recherches sur la communication quantique, mais pas que, vous le verrez au fil de l'interview. Alors Tarka, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ton travail se fait quasi exclusivement autour de la physique quantique, c'est bien ça ? Oui, en général, on essaye de faire énormément de recherches dans cet endroit. C'est pas exclusivement. Il y a beaucoup de recherches dans l'intelligence artificielle, un peu parce que les deux sont entreliés. Mais oui, à la base, c'est tout dans cette direction. Et on en parlait, c'était vous cherchiez un moyen, et là on va rentrer un peu dans le concept même de la physique quantique, théoriquement une façon de communiquer qui irait dans l'instantané en fait, plus vite que la vitesse de la lumière. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et nous dire pourquoi c'est théoriquement réalisable ? Ouais, alors il y a... Alors en passant pas sur la théorie, mais en fait passant sur ce qu'on connaît, on a pu observer ça. Si on prend deux photons, et ça c'est deux particules quanta qui sont à la base lumière, c'est une particule fondamentale de la lumière, pour expliquer ça facilement. Si tu prends plusieurs photons et tu les tapes ensemble assez fort, en fait les photons deviennent emmêlés. Et tu peux les séparer. Et tu peux les amener aussi loin que tu veux l'un de l'autre. Alors, un d'un côté de l'univers et l'autre de l'autre. Et tu peux faire ça avec 3, 4, 5. Mais on va dire juste avec 2 pour maintenant. Et à la base, si tu regardes ou tu observes un des photons, il va retourner dans une direction. Pour simplicité, on va dire ça retourne à gauche. Ouais. Et instantanément, peu importe la distance, l'autre photon va se retourner dans l'autre sens. Alors, obligatoirement dans l'autre sens, ils sont opposés. Obligatoire dans l'autre sens. Okay. Alors ça, on comprend pas exactement pourquoi, parce qu'en fait, Einstein nous dit que la vitesse limite de l'univers, c'est la vitesse de lumière. Ouais. Et si on peut voyager plus vite que la vitesse de lumière, il y a beaucoup de choses qui viennent se passer où l'univers, en fait, s'écrase sur elle-même. Alors, pour simplifier notre compréhension, il y a ces deux particules, mais la communication peut, et elle voyage à ce qui a l'air d'être plus vite que la vitesse de lumière. Et ça, on le constate, ça c'est un fait. Ça c'est un fait, on l'observe, on a fait des expériences où ils ont amené des photons sur chaque côté du monde, et même s'il y a des trucs entre les deux, des objets physiques entre les deux, ça n'a aucun effet, ça n'a pas l'air de créer de problème. Alors, bon, on n'a pas amené un photon carrément de l'autre côté de l'univers encore, parce qu'on ne peut pas, mais à ce qu'on comprend, les mathématiques montrent qu'on a ce phénomène qui existe vraiment. Alors, vraiment, là, si on regarde, le but, ce serait très facilement de dire, on retourne un photon et l'autre tourne dans l'autre sens, on est tout bon. Le seul problème, c'est on ne peut pas gérer la direction du photon, de la rotation du photon initial. Alors, à la base, le photon de l'autre côté, il va tourner dans un autre sens, mais on ne peut pas savoir lequel. On sait pas lequel. Alors, on a un petit problème où on peut communiquer plus vite que la vitesse de lumière, mais on ne peut pas envoyer des informations encore. Ou on ne peut pas envoyer de l'information qu'on arrive à comprendre dans l'autre côté. Donc oui, ce serait possible si on n'avait pas cet aspect justement d'inconnu sur le premier photon, en fait, le photon qui est juste à côté de nous et qu'on aimerait... Exactement. Alors en fait, il y a deux bases de recherche. La première base de recherche, c'est comment et pourquoi ce photon peut voyager plus vite que la vitesse de lumière, ou comment, c'est pas le photon lui-même qui voyage, mais comment l'information peut voyager plus vite. Il y a une théorie, après c'est juste une théorie, mais en fait c'est si tu penses comme notre univers comme bout de papier, et tu mets 2 points sur le bout de papier, et tu replies le bout de papier pour que les deux points se touchent.
un côté du bout de papier, les deux points se touchent, et de l'autre côté, si tu veux voyager d'un point à un autre, et en fait, il faut faire le tour du papier pour revenir sur l'autre. Sur le point. Sur le point. Alors, ce qu'on comprend, ce qu'on pense, la théorie, c'est que de notre côté de l'univers, il faut qu'on fasse ce voyage à la distance entre les deux points, mais c'est possible qu'il y a une autre dimension où les deux points sont en train de toucher. Et c'est comme ça qu'ils peuvent voyager plus rapidement que la vitesse de lumière. C'est juste que le message, en fait, il ne voyage pas dans notre direction, dans notre espace, il voyage dans un autre espace qui sont déjà en Est-ce que c'est ça contact. qu'on appelle les trous de verre ou pas? Est-ce que c'est le même principe ou pas dans la physique quantique? Oui et non. Ok. Ça, c'est un autre phénomène très très compliqué, mais c'est à la base, c'est très facile de voir ça comme ça. En fait, c'est plier notre espace-temps. Oui, c'est moi, c'est comme ça que... Ouais, que- pour rapprocher deux points qui ont l'air d'être très distants dans notre univers, mais en fait, ils n'ont pas besoin d'être distants si l'univers est flexible et on peut le plier pour mettre deux points physiques au même endroit. Quand vous dites on peut, c'est pas nous, mais enfin. Ouais, c'est pas moi, c'est pas nous ce matin, non. Et je me permets de rejoindre vite la conversation parce Non. qu'elle est, elle est quand même assez passionnante. Mais vous parliez d'aspects assez techniques, de communiquer plus vite que la lumière. Mais concrètement, si on arrive à maîtriser cette communication plus vite que la lumière, dans quel domaine ça va le plus nous servir Et est-ce que par exemple pouvoir communiquer avec l'espace, avec des astronautes ou autres, ou même plus loin, mais et sans aucune latence du coup? Exactement. Alors, en fait, là, avec Musk et son équipe et Bezos et tout le monde qui veut et qui force vraiment, vraiment fort, là, pour se mettre a priori une base sur la Lune et après sur Mars. Mais à ce niveau-là, évidemment, comme toutes les technologies, quand on les invente, si c'est possible d'inventer un truc comme ça va être la taille d'une maison, cette machine. Et, Oui. ça va être super dur. Mais alors, à la base, si on est sur Mars et on va avoir une conversation, ça va être un petit peu comme un délai Skype où tu vas dire bonjour. Après, il va falloir que tu attends 7 minutes parce qu'à la vitesse de lumière, il faut que le message arrive sur la planète Terre. Après, j'écoute ton message, on est à 3 minutes grosso modo. Et après, je dis hey, salut. Et le message, il prend 3 minutes grosso modo pour te revenir. Alors la conversation, là, on est à 7 minutes juste pour Mars pour dire bonjour. Déjà. Alors, premièrement, quand les distances vont s'écarter, là, on va pouvoir le faire instantanément. Il y a aussi pas besoin d'énergie pour cette forme de communication quantique, en théorie. Alors, on n'a pas besoin d'avoir des énormes sources de puissance pour faire marcher les machines. Après, l'espérance, c'est que la technologie, comme tous, se rapetissise plus en plus. Et à un moment donné, si ce serait techniquement ou théoriquement possible d'avoir un téléphone portable comme ceux qu'on a aujourd'hui, qui peuvent marcher sans infrastructure. Alors, il n'y a pas besoin d'une infrastructure pour communiquer, il n'y a pas besoin des antennes. Et tu peux téléphoner quelqu'un en Chine, comme tu peux téléphoner quelqu'un de l'autre côté de l'univers. Alors, à la base, ça, c'est une utilisation théoriquement qui pourrait utiliser. Et les autres, c'est que, parce que c'est une communication de pointe à pointe, c'est-à-dire que l'information n'existe pas en transit, elle n'existe que sur les deux côtés. C'est théoriquement possible d'avoir des communications qui ne peuvent pas être interceptées ou écoutées par n'importe qui. Alors là, à la base, si on est gouvernemental ou on aime l'espionnage, c'est peut-être un problème. Pour moi, c'est plutôt intéressant en tant que théorie plutôt que pratique. Après, les gouvernements décideront à quoi ils vont utiliser. Est-ce que d'ailleurs on parle quand même de... Est-ce qu'on parle quand même de communication dans ces cas-là ou pas, ou c'est un autre phénomène de communication, c'est vraiment... Enfin, oui, non, en fait, je viens de répondre à ma propre question, c'est amener une info d'un point A à un point B, mais dans cette instantanéité, je suis un peu perdu dans le fait que ce soit une communication. Enfin, c'est juste un... Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis, ouais, parce que ça...
Est-ce que ça peut être une porte ouverte aussi à cette technologie, si elle arrive à se mettre au point, une porte ouverte à voilà, autre chose que de la communication aussi, ou ça restera de toute façon que de la communication À la base, en ce moment, ce qu'on comprend, c'est un transfert d'énergie à travers l'univers. Alors, il y a un photon qui a été emmêlé avec un autre photon, et en fait, c'est un photon qui retourne ou qui spin dans une direction, et l'autre qui spin dans l'autre direction. Alors, c'est pas comme un ballon où tu le retournes physiquement, en fait, c'est des états d'énergie. Alors, à ce qu'on comprend là, maintenant, si c'était possible, à la base, ce serait juste du transfert d'énergie. Alors, je pense que, comme dans toute l'histoire, les humains, on est bon à penser qu'on a toutes les réponses, mais en fait, ça se trouve, on a rarement toutes les réponses. Alors, est-ce que c'est théoriquement possible à un moment donné? Oui. Là, c'est trop loin dans le futur pour... toi et moi, nous, on va être longtemps... Mort. Mort depuis longtemps. Ouais, on va être longtemps mort avant qu'on arrive à ça, mais... Et Tarka, tu le disais, c'est une nouvelle technologie qui peut intéresser beaucoup de monde. Est-ce que ton entreprise, je ne sais pas, elle travaille en collaboration ou elle est contactée par des grosses multinationales comme celle de Bezos, de Musk ou même des gouvernements qui pourraient être, comme tu l'as dit, intéressés par cette nouvelle technologie? Oui, à la base, en fait, nous, on a deux aspects. Alors, le premier aspect, c'est la recherche parce que je trouve ça intéressant. On a fondé la boîte pour faire des recherches et pour profiter de la vie un peu. Alors, il y a quand même cet aspect recherche où on s'amuse à essayer de faire des choses qui pourraient améliorer le monde. Mais il y a aussi un côté commercial, malheureusement, ou heureusement peut-être. Le monde tourne avec l'argent, alors on est obligé d'avoir un niveau commercial qui marche à la base pour payer tout le monde et pour faire les recherches. Alors on a certainement beaucoup de partenaires avec qui on fait des recherches. Et évidemment, cette discussion de communication quantique, ça fait partie d'un côté des recherches, mais évidemment, on fait des recherches à travers la base quantique pour d'autres phénomènes. Et vraiment, il y a presque tous les ordinateurs au monde aujourd'hui marchent à cause de théories quantiques. Alors, quand on pense que c'est que des choses qui vont exister dans le futur, ce n'est pas nécessairement le cas. Tous les phénomènes, tous les ordinateurs du monde aujourd'hui, ce n'est pas des ordinateurs quantiques, mais c'est des ordinateurs qui marchent sur des principaux quantiques. Et d'ailleurs, on parle beaucoup, c'est d'actualité en plus, de plus en plus des ordinateurs justement quantiques. C'est un peu votre domaine de recherche aussi? Oui, alors là, dans les ordinateurs quantiques, effectivement, il y a des endroits de recherche très très intéressants. Ça pose énormément d'opportunités. Et bon, après, aujourd'hui, les ordinateurs, grosso modo, ils marchent dans des principes digitaux. Ça veut dire que toutes les informations à l'intérieur des ordinateurs sont des 1 ou des 0. C'est binaire. Ouais, c'est binaire. Il y a soit un petit courant ou il n'y en a pas. Et ces informations, c'est binaire, c'est 1 et c'est 0, avec des mathématiques de plus en plus compliquées, peuvent devenir Microsoft Excel Bien sûr, ouais. et tous les autres logiciels qu'on utilise. Les ordinateurs quantiques, ils ont des cas très spécifiques et où ils peuvent processer des informations différemment plutôt que d'utiliser un 1 et un 0. Si tu penses, on a deux bits, on dit, mais un 1 et un 0. En fait, tu peux avoir 4 états. Tu peux avoir 0, 0, 1, 0, 0, 1 ou 1, 1. Et un ordinateur traditionnel, quand tu veux trouver une solution, en fait, l'ordinateur, il va marcher un à la fois dans chaque séquence
pour trouver la réponse. On va trouver une réponse. Dans des ordinateurs quantiques, tous les états peuvent exister en même temps. Alors, l'ordinateur n'a pas besoin de faire 0, 0. Les étapes. Elles peuvent travailler toutes toutes les options simultanément et te rendre une réponse. Et ça fait que pour certains problèmes, si tu penses un petit peu, si tu imagines, tu sais, les topos 3D. Tu sais, quand les topos de la montagne, où il y a, vu qu'on est à Courche, il y a un topo de montagne 3D comme il y a aux offices des guides, sais, qui est allongé. Alors, si je te demandais de trouver la base la plus basse dans le topo, en fait, tu dois rechercher, tu trouveras l'endroit qui a l'air d'être le plus bas, après tu regarderas quelque part d'autre, et tu dirais, ouais, celui-là, il est plus bas là. Et en fait, ça, c'est un ordinateur traditionnel. Un ordinateur quantique, il peut savoir immédiatement où est l'endroit le plus bas sur tout le terrain, point à la ligne instantanément. Toutes les possibilités. Voilà, toutes les possibilités. Donc nous, on est un ordinateur non quantique. Oui, c'est très intéressant. Alors en fait, nous, observer les choses. Oui, on n'est pas exactement un ordinateur quantique, mais on est plutôt vers un ordinateur analogue qui a été géré avec les neurones pour des observations qui sont plutôt gérées vers le quantique, ou au moins ils ressemblent plutôt à des processus quantiques. Et oui, parce qu'on parlait justement de ce fait de pouvoir en fait être dans tous les états en même temps, mais ça c'est ce qui est propre justement au quantique, c'est même plus ou moins la base de ce qu'on sait du quantique, c'est que si on observe, on parlait de photons tout à l'heure, mais si sur un mur on jette tous les photons et qu'on fait 2 trous dans ce mur, et ben le photon passera dans les 2 trous en fait. C'est un peu, enfin il est dans tous les états en même temps, et c'est ce qui est fascinant et à la fois compréhensible. Là on vient sur, pareillement comme on disait avant, je crois que tu parles en anglais on dit the double slit experiment. C'est une expérience qu'on a fait, une expérimentation qu'on a fait où en fait si tu envoies des photons, un photon peut à la même fois être une vague, où au moins elle montre des propriétés qui sont apparentes à une vague, et elle peut aussi montrer des propriétés qui sont à la base pour un objet physique. Et ça dépend de la façon dans laquelle on observe le photon. Si tu regardes un photon individuel, et alors on peut tirer des photons individuels, comme si c'était des petites balles, tu les tires. Et en fait, si tu l'observes, le photon, quand tu regardes de l'autre côté des trous ou des tirets, tu vas voir, en fait, ça ressemble comme si tu avais un pistolet paintball et tu es en train de tirer à travers, et tu vois les petits points où ça tape. Et ça tape exactement comme si tu envoyais à travers un trou. Par contre, si tu n'observes pas les photons individuels et tu laisses tout ça passer et tu regardes juste le mur derrière, le mode arrière ressemble à une vague, pas à des points. Alors le fait d'observer les quantas individuels change la sortie de l'expérimentation. Leur état, c'est le chat de... Comment ça s'appelle ? Schrödinger. Le chat de Schrödinger, voilà, en fait, tant qu'on ne l'a pas observé, on ne saura pas dans oui, dans quel état il se trouve. Oui. En fait, pour lui, c'était le chat. Et si tu enfermes un chat avec, c'est un peu macabre, mais ils ont pas fait. C'était une expérience théorique. Oui, bien sûr. Mais ils ont mis le chat dans la boîte avec un gaz qui pouvait tuer le chat, mais qui, à la base, on ne savait pas quand le gaz allait être relâché. Alors, sa proposition était, le chat n'est ni vivant, ni mort. Le chat est tous les deux vivant et mort jusqu'à ce qu'on regarde. Voilà. Et dès qu'on l'observe, là, on crée un espèce de probabilité qui se détruit.
Et à la base, parce que avant qu'on ouvre la boîte, il y a 50% qui soient vivants, 50% qui soient fermés. Dès qu'on regarde, la possibilité qui n'est pas celle qui existe devient 0 et l'autre probabilité devient 100%. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'interprétation Copenhagen. Okay. Et c'est une théorie qui dit que dans le monde compta, tout est juste basé à base de probabilité. Alors on peut dire tu as soit 10% ou 20%, mais tu peux pas dire le compta est là ou tu peux jamais dire avec certitude. Ce qui doit poser beaucoup de problèmes justement dans vos recherches pour par exemple l'idée de communication, c'est qu'en fait vous êtes basé que sur des probabilités au départ. Exactement, ouais. Et à la base, tout ça devient très très mathématique et il y a beaucoup de calculs théoriques à base de... Et en fait, ça revient sur 1 ou 2 numéros. Et en ce moment, on pense que ces numéros sont 0. Et si ces numéros sont 0, la communication instantanée à travers l'univers est impossible. Si le numéro est autre chose que 0, et ça peut être vraiment mais n'importe quoi, là c'est possible. Alors la base, c'est de trouver si ce numéro seul peut exister dans un état non zéro, parce que comme si on dit que quelque chose est 0 mètre, ça veut dire en fait si on regarde plus près à un niveau millimètre, c'est possible qu'il y a en fait un décal, un millimètre. Ou si tu regardes un nanomètre ou le plus petit, c'est possible qu'en fait il y a de la déviation. Si dans cette calcul mathématique il y a une déviation, mais minime, ça peut être mais mini, mais tellement petit, là ça devient possible. Est-ce que... Ah non, pardon, continuez du coup. Non, là j'ai été perturbé par... Non, excuse-moi Kevin, mais peut-être qu'on va poser la dernière question. On pourrait parler des heures avec Tarka, bien entendu, de ton travail, mais on va enchaîner sur notre matinale sur Globule. Je te laisse conclure, Kevin. Eh ben oui, dernière question. C'est pas vraiment une question, c'est c'est plus ou moins une question. On parlait tout à l'heure justement du passage... Vous parliez tout à l'heure du passage du digital à l'analogique. Est-ce que vous pouvez un peu développer ça? Ouais. Surtout, vous parliez d'une puce que vous... Ouais, alors là, on bascule un petit peu plus sur l'intelligence artificielle, en fait. Qui est un de vos domaines aussi. Qui est un de nos domaines. Et là, en fait, l'intelligence artificielle... c'est beaucoup de puces aujourd'hui. Alors, les puces qu'on a dans les ordinateurs, tout ce qui fait marcher le téléphone, les ordi, tout ça. Là, à la base, c'est des puces digitales. Alors, il y a, comme on disait avant, il y a des 1 et des 0 qui construisent ces logiciels, ces informations. Des calculs. Alors, le problème, c'est que dans l'intelligence artificielle, c'est des couches de ce qu'on appelle des neurones, un peu comme dans nos têtes, c'est basé sur la même chose, où il y a une couche d'informations qui rentre. Après, il y a la couche, elle fait des calculs sur chaque neuron. Et après, ils passent leurs calculs à la prochaine couche, qui passe à la prochaine couche, qui passe... Et ça continue, c'est le digital. Ça, c'est le digital. Ça, c'est l'intelligence artificielle à la base. C'est comme les neurones dans notre tête. En fait, la façon dans laquelle on pense comme humain, c'est l'interaction de tous les neurones qui fait qu'on puisse comprendre ou faire des compréhensions de l'univers. Okay. Le problème avec ça, ça utilise énormément de mathématiques pour faire des calculs sur les 1 et les 0, parce qu'on n'a que des 1 et des 0. Et ça utilise énormément de puissance et c'est lent. C'est très lent. Ouais. Et alors, il faut plus en plus de puissance et plus en plus de pouvoir de computation pour pouvoir sortir des calculs à la fin. Alors, en fait, ce qu'on fait des recherches avec une équipe, c'est que des puces, si on prend des puces analogues, ça veut dire qu'on peut en fait faire les mêmes calculs beaucoup plus comme on les fait dans notre cerveau, où il y a des additions de puissance qui n'ont pas besoin d'être calculées. Les physiques de notre univers le font pour nous.
Alors, si D'accord. on a, par exemple, si on a un peu de 4 volts, on va sortir avec 8, en fait. Oui. Et en utilisant ce modèle, on peut calculer avec énormément moins de puissance et énormément plus rapidement les calculs théoriques qui passent dans ces aspects. Alors, pour nous, on essaye de revenir sur un monde où c'est moins digital maintenant et ça revient plus analogue. Et ça aide un petit peu avec nos travaux intelligence artificielle. Et surtout, bah, ça va aider aussi en termes d'écologie, qui est un problème qui... Absolument. Bah, voilà, exactement. Et beaucoup de notre travail est basé sur essayer d'utiliser moins d'énergie dans le monde, d'utiliser l'énergie dans une façon plus Intelligemment, oui, intelligente. bien sûr. Et ouais, d'essayer de minimiser, d'avancer notre capacité technologique pour qu'on puisse quitter le monde, mais aussi pour s'occuper du monde en même temps. C'est le seul qu'on a en ce moment. À ce que je sache, au moins, là, on est seul dans l'univers. C'est très, très possible qu'il y en a d'autres formes d'intelligence, mais à la base, là, mais ça, c'est une autre discussion. Pour l'instant, ouais, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Et ben, on va partir sur cette touche un peu d'espoir. Ben, bravo tout le monde pour avoir écouté ça à cette heure-ci du mat. Bah, merci beaucoup Tarka, c'était ultra intéressant. Merci beaucoup d'être venu sur Globule parler de ton travail, de ton domaine d'études. Et j'espère qu'à Globule, on sera les premiers à expérimenter la communication quantique avant Elon Musk et Jeff Bezos peut-être. si on a un peu de chance. En tout cas, on continue notre matinale. Elon Musk qui nous écoute d'ailleurs. Elon Musk qui nous dit écoute. bonjour.